Eh bien, on a effectivement terminé ce sondage et Claire de Villiers nous rejoint. Bonjour Claire, très heureux de vous accueillir. Bonjour. Et puis nous avons Corinne Houliez qui nous rejoint aussi. Bienvenue à toutes les deux. Je vais terminer le sondage. Merci pour vos retours, les apinotes. On va se mettre en grand pour que vous puissiez peut-être nous dire un mot d'introduction et puis ensuite on mettra bien sûr la présentation. Bonjour, bonjour, merci Alexandre et bienvenue à toutes et à tous. Je vois que les quatre coins de la France sont bien représentés. On est ravis, Claire et moi, de vous retrouver. C'est toujours d'abord un plaisir de collaborer avec la MMJ et puis de nous adresser à vous pour contribuer à cette mission de prévention de la santé et du bien-être. On a un beau programme qu'on va vous proposer de partager ce mois-ci. Trois dates pour parler de l'équilibre émotionnel globalement, qui est un levier essentiel au bien-être. Donc concrètement, il s'agira de comprendre ce qui se joue dans nos émotions, ce que les émotions permettent et nous apportent. On verra du coup qu'elles sont surtout très utiles et pas seulement là pour nous encombrer. L'objectif avec Claire, ce sera de vous partager des astuces, des gestes simples pour en faire vos alliés. Alors avant de lancer le sujet aujourd'hui, deux petits mots sur ce qui vous attend les 2 semaines à venir. Le prochain rendez-vous, donc, comme le disait Alexandre, vendredi prochain, le 22 avril, on abordera la notion de confiance en soi. Si la confiance en soi, elle se construit dans l'action ou sur les réussites, elle en est pas moins impactée par nos émotions. On sait qu'une simple peur ou une appréhension, ça peut vite devenir un frein pour passer à l'action. Donc, on verra comment déjouer les pièges pour pouvoir soutenir et renforcer la confiance en soi sans pour autant renier nos émotions. Et le cycle, comme le disait Alexandre, se termine le 29 avril. On parlera d'efficience au travail. Autrement dit, comment on peut optimiser son énergie, sa concentration pour rester plus efficace tout en maintenant son équilibre. Ce sera un rendez-vous très pratico-pratique dans lequel Claire notamment vous délivrera des précieux conseils sur l'alimentation, sur la phytothérapie. Et moi, je vous présenterai des techniques pour rester bien focus et en énergie. Et donc voilà, mais avant tout ça, on va pouvoir aujourd'hui entrer dans le vif du sujet en vous présentant ces fameuses émotions, bien les décrypter, les comprendre, les accompagner pour pouvoir vraiment exploiter, découvrir et exploiter ce trésor qui sommeille en nous. Et c'est Claire qui va commencer, je vais laisser Claire commencer, moi je vous retrouve juste après. Alors moi je n'ai pas Alexandre le Alexandre va nous PowerPoint, mettre ben une voilà. diapo, voilà. C'est parfait. Alors, je vais juste nous mettre au début. Donc effectivement, là, c'est moi qui vais introduire ce premier webinaire. Donc rapidement, ce qui nous attend aujourd'hui au programme. Je vais commencer vraiment par rentrer dans le vif du sujet en essayant de vous donner quelques clés de compréhension pour finalement essayer de définir ce qu'est une émotion. Hein. C'est un mot qu'on utilise assez facilement, qui fait partie du langage courant. Et finalement, si vous essayez, vous, de votre côté, de vous faire une petite définition intérieure, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas si facile. Et donc, je m'attarderai plus spécifiquement sur ces 4 émotions fondamentales qu'on verra juste après pour essayer de comprendre quelles sont-elles, quels sont leurs besoins et comment, finalement, quelles actions doivent-elles apporter pour que voilà, le cycle émotionnel se fasse de façon appropriée. J'essaierai d'aller vite au vif du sujet parce qu'après, j'ai tout un outil à vous présenter qui fait partie des outils qu'on a quand on est naturopathe, qui est celui de l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, qui sont, vous le verrez, c'est pas forcément très connu, mais qui est un outil qui est vraiment extrêmement précieux pour agir sur le système nerveux d'une façon générale, mais vraiment toute la sphère de l'équilibre psychique. Et ensuite, Corinne prendra le relais pour nous parler d'intelligence émotionnelle. C'est pour ça que je vais aller au cœur du sujet pour lui laisser vraiment le temps d'aborder cette question-là parce que c'est également très, très intéressant. Alors, pour commencer, effectivement, on va essayer de comprendre ensemble quelles sont les émotions, comment on peut essayer de les définir et en particulier ces 4 émotions fondamentales. Je ne vous les donne pas tout de suite, essayez peut-être de voir si vous les avez en tête. Alors, qu'est-ce qu'une émotion ? Alors, il y a énormément, évidemment, de personnes qui se sont bien sûr déjà questionnées sur ce sujet
passionnant des émotions. Donc l'idée, c'est pas de vous faire un cours là-dessus, ni de citer tous les gens qui ont pu donner leur grille de lecture. J'ai vraiment extrait quelques points essentiels qui me semblent vraiment intéressants à avoir à l'esprit dès lors qu'on parle des émotions. Alors, avant toute chose, ça paraît un petit peu bête à dire, mais c'est quand même bien de le préciser que, par définition, nous sommes des êtres humains et que cela nous fait être des êtres d'émotion. Donc, ça veut dire par là qu'effectivement, comme je vous l'ai mis là, vivre, c'est avoir des émotions. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que l'on choisit d'avoir ou non. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir un tempérament plus ou moins sensible, plus ou moins un curseur qui va être plus ou moins important dans la sensibilité aux émotions, mais par définition, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ce que nous sommes, au même titre qu'on a tous un système physiologique, on a tous un foie, deux bras, deux jambes, on a tous des émotions. C'est quand même important de bien le dire. Alors, deuxième clé de compréhension que j'avais vraiment envie de mettre en avant, c'est le fait qu'une émotion, en tout cas c'est une façon, je trouve, intéressante de le percevoir, c'est un flux d'énergie qui va circuler. Donc il y a vraiment la notion qu'une émotion, un état émotionnel, il y a la notion de mouvement, quelque chose qui va circuler, quelque chose qui va nous traverser et qui va ressortir à un moment donné, évidemment. Ça, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit parce que, alors quand je dis énergie, attention, ça n'a rien d'ésotérique, hein, c'est vraiment cette notion de mouvement et de quelque chose qui doit vraiment circuler. Ça sera important parce qu'on verra que, évidemment, l'idée est d'avoir une bonne circulation. On peut avoir une bonne circulation veineuse, une bonne circulation lymphatique. Sur un niveau plus émotionnel, c'est important, effectivement, d'avoir une bonne circulation émotionnelle. Alors ensuite, je vous disais, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé qui ont réfléchi, théorisé autour de la notion des émotions. J'ai choisi d'en citer un en particulier. Je trouve intéressant parce que ça vient toucher des notions un peu complémentaires à ce que je viens de présenter, qui est Robert Plutchik, qui dans les années 80, donc là je le cite, a défini les émotions de cette façon-là, enfin entre autres, c'est une phrase parmi d'autres. Les réactions émotionnelles sont le reflet de mécanismes neurobiologiques. Donc ça c'est intéressant parce que ça donne bien la notion qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps physique, et notamment, évidemment, neurobiologique, donc évidemment au niveau du système nerveux. On sait qu'il y a des parties du cerveau qui vont réagir dès lors qu'on vit une émotion. Donc de mécanismes neurobiologiques destinés à notre survie et notre adaptation à notre environnement. Donc je trouve cette phrase vraiment intéressante parce que là aussi, elle nous dit que c'est quand même la notion de survie. Donc on voit bien que les émotions, c'est quelque chose qui est utile à notre développement et à notre vie au quotidien et qui nous permet de nous adapter. Ça, c'est aussi un terme que je trouve intéressant à avoir à l'esprit. Notre fonctionnement émotionnel nous permet de nous adapter aux situations et nous permet de réagir de façon appropriée. Donc effectivement, comme je le mettais en troisième point, les émotions sont utiles. Elles sont forcément à ce niveau-là et par définition positives. Ça ne veut pas dire que l'émotion en soi nous met dans un sentiment positif, mais ça veut dire qu'elles sont positives parce qu'elles nous servent à quelque chose. Qu'elles sont sans danger, ça c'est toujours aussi intéressant de l'avoir à l'esprit parce que voilà, dans notre construction, on peut se sentir parfois débordé, etc. Ça, c'est des choses qui se développent très petit chez l'enfant. Un enfant qui va être très émotif, il peut être un petit peu apeuré parce que débordé, il ne sait pas forcément quoi faire de tout ça. Mais voilà, c'est important de dire que c'est sans danger et indispensable à notre développement, comme on l'a vu juste avant. Alors, autrement dit, on peut donc qualifier une émotion de réaction. Alors, c'est-à-dire qu'il va se passer un événement qui se passe à un instant T, qui va nous amener une réaction. Et par définition, cette réaction va être une réaction émotionnelle. C'est une réponse émotionnelle à un événement qui, a priori, dans l'absolu, est neutre. On dit toujours que tout événement est neutre, c'est la façon dont on va le percevoir et dont on va le vivre qui va lui donner telle ou telle tonalité émotionnelle. Donc évidemment, ça veut dire que cette réaction, par définition, ça mène une action. Donc l'émotion doit être exprimée et elle doit apporter une réaction appropriée. Et ça, c'est souvent ce décodage-là et cette fin de processus qui n'est pas forcément si simple que ça à décoder et à mettre en place, évidemment. Donc si l'émotion n'est pas exprimée,
Eh bien, évidemment, comme je parlais tout à l'heure d'un flux d'énergie, globalement, c'est quelque chose qui doit sortir de nous. Donc, si on bloque et qu'il n'y a pas d'expression, eh bien voilà, cette énergie, elle ne va pas disparaître pour autant. Elle va rester bloquée et elle va, par exemple, un petit peu touiller à l'intérieur. Et on sait bien à quel point ça peut impacter, par exemple, le système digestif, qui est évidemment en relation extrêmement étroite avec notre système émotionnel. Alors, après cette très brève introduction, j'en viens à nos 4 émotions fondamentales. Alors, certains d'entre vous avaient peut-être à l'esprit qu'on parle parfois de 6 émotions fondamentales. C'est tout à fait juste. On pourrait ajouter la surprise et le dégoût. Donc, je les cite comme ça pour information. Je me concentre sur ces 4-là parce que globalement, c'est celles qui vont nous demander le plus de compréhension et potentiellement qui peuvent poser des soucis dans leur expression. Donc effectivement, comme c'est indiqué là, on vous propose de répondre dans le chat si vous le souhaitez, pour qu'on ait un petit peu une idée de comment vous vous situez par rapport à ces 4 émotions-là. Quelle est parmi ces 4 émotions, pour vous, l'émotion la plus difficile, soit à exprimer, soit à réguler, soit les deux, parce que parfois c'est les deux en même temps. Voilà, vous pouvez répondre pendant que je continue à vous présenter les émotions. Alors donc, je vais commencer par la première qui est celle de la peur. Alors la peur, donc comme vous le voyez, hein, c'est un tableau qui est très simple mais qui permet de bien comprendre la fonction de l'émotion, quel besoin ça vient toucher et quelle réaction on est censé mettre en place pour répondre aux besoins de l'émotion. Alors la peur, évidemment, c'est l'émotion principale. Ça peut recouvrir des réalités assez différentes et variées de tonalités émotionnelles autour de la peur. Ça peut être la simple petite peur, entre guillemets. Vous sortez de chez vous, vous ratez une marche, hop, vous avez peur, vous n'êtes pas non plus dans un état de panique. Ça peut aller jusqu'à des états, pour le coup, des états de panique, des attaques de panique, des crises d'angoisse très violentes. Là, on est évidemment toujours dans la peur, mais on est sur des manifestations beaucoup plus violentes. Après, évidemment, entre les deux, on va avoir de l'appréhension, de la crainte, avec diverses échelles possibles. Dans tous les cas, la peur est absolument essentielle. On parlait d'adaptation à l'environnement. Oui, par exemple, la peur, c'est absolument essentiel. Pourquoi ? Parce qu'elle est toujours là pour nous signaler un danger. Alors, c'est plus ou moins facile à identifier le danger, mais en tout cas, il y a toujours une notion de danger. On est d'accord que des fois, c'est irrationnel, mais n'empêche que intérieurement, en tout cas, on vit le fait qu'on ressent un danger. Donc forcément, de quoi on a besoin quand on se sent en danger ? On a besoin de se sentir en sécurité. Et donc la réaction qui va être appropriée au sentiment de peur, ça va être une réaction de faire quelque chose qui va nous permettre de nous protéger de ce danger. Donc, trouver le comportement qui va nous permettre de nous apporter de la sécurité. Ça peut être fuir, si c'est un danger. Ça peut être faire une action quelconque qui nous donne, en tout cas, qui nous procure intérieurement. On est d'accord que du coup, c'est tout à fait subjectif. Et le comportement, moi, qui va m'apporter de la sécurité, c'est pas forcément le vôtre selon la même situation. Alors, si je prends juste un exemple dans un cercle beaucoup plus familial avec un enfant, par exemple, on sait que voilà, les enfants ont beaucoup de peurs, petites et grandes peurs. C'est dans ce cadre-là, finalement, inutile de demander à l'enfant pourquoi as-tu peur ? Ou d'essayer de rationaliser sa peur, parce que par définition, une peur est quand même irrationnelle. Donc l'idée, avec un enfant, par exemple, typiquement la peur du noir, qui est une peur assez classique chez les enfants, si l'enfant a peur du noir, on ne va pas essayer de lui dire que non, c'est pas la peine d'avoir peur du noir parce qu'il n'y a rien, etc. On n'essaie pas de lui expliquer ou de rationaliser, on va l'accompagner pour qu'il puisse trouver la chose, le comportement, ce qui va lui procurer le sentiment de sécurité. Est-ce que ça va être, par exemple, de laisser une petite veilleuse allumée ? Ok. Est-ce que ça va être de lui donner son doudou s'il ne l'a pas ? Est-ce que ça va être de laisser la porte entrouverte et laisser la lumière allumée du couloir, etc., etc. C'est vraiment des choses très concrètes et c'est à vous de sentir à quel moment l'enfant ressent ce sentiment de sécurité. Deuxième émotion fondamentale, c'est l'émotion de la colère. Donc, pareil, la colère, ça va de la simple contrariété à des colères qui peuvent aller jusqu'à des états de fureur très, très violents. Voilà, il y a tout un panel évidemment plus ou moins important de colère, l'énervement, l'agacement, la rancune, la frustration, tout ça, ça tourne autour de la notion de colère.
La colère est toujours intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle nous apporte, elle mobilise une énergie, elle nous met en mouvement. Ça, c'est vraiment un des bienfaits de la colère, c'est qu'il y a cette notion d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de changer quelque chose. Et si on a besoin de changer quelque chose, une situation, en tout cas un fait, c'est parce que le besoin qui n'a pas été entendu par rapport à la colère, c'est la notion justement de respect. Donc, si vous êtes en colère, ça veut dire forcément qu'il y a la notion d'irrespect qui est quelque part derrière, qui n'est pas forcément, évidemment, toujours facile à identifier. Mais en tout cas, il y a toujours cette notion de respect derrière. Du coup, quoi faire? Là où effectivement, il y a la notion de faire. Donc là, c'est pareil. Pour répondre aux besoins de la colère, il faut mettre en place une action, un comportement qui va chercher à résoudre le problème. Vous l'avez vu, il y a un petit hic par rapport à cette solution, c'est qu'on ne va pas faire n'importe quel comportement. L'idée, c'est que c'est OK, bien sûr, s'il n'y a pas de violence, ni avec les autres, ni avec soi-même. Donc, si votre enfant s'est fait piquer son jouet par le petit copain de la crèche, résoudre le problème en tapant sur la tête du petit copain, ça c'est pas OK. Et par contre, si la colère est tellement débordante que l'enfant se fait mal, se tape, etc., ça c'est pas OK non plus. Donc voilà, il faut vraiment accompagner la colère de l'enfant, si je reste sur cet exemple-là, pour que cette colère reste entendue, évidemment, sinon ça ne fait que exacerber la colère, qu'elle soit entendue, mais qu'elle puisse être accompagnée pour qu'il puisse faire quelque chose qui va lui permettre de se sentir respecté et d'évacuer cette énergie de colère. Donc ça peut aussi passer par je tape contre un coussin si on sent qu'il faut que ça sorte de façon un peu plus poussée. Donc voilà, ce qu'on appelle une colère fonctionnelle, c'est vraiment une colère qui va amener un comportement qui résout d'une façon ou d'une autre le problème. Troisième émotion importante, c'est l'émotion de la tristesse. Alors là, on n'est pas tout à fait sur le même type d'énergie. Ce qui est toujours évidemment important, c'est plus ou moins dans l'esprit de chacun, hein, c'est que la tristesse, elle est évidemment très souvent liée à la notion de perte. Alors, ce n'est pas forcément la perte de quelqu'un, on parle de perte d'objet, donc ça peut être aussi une situation, un vécu, etc. C'est assez large. Mais en tout cas, la tristesse, sa fonction, c'est qu'elle nous permet d'avancer sur une forme d'acceptation de quelque chose qui ne peut pas être changé, justement. Donc évidemment, dans cette émotion de tristesse, ce dont on a besoin, bien sûr, c'est d'être consolé. Et vous voyez, je fais naturellement ce mouvement un petit peu de repli sur soi. Pourquoi? Parce que là, à l'inverse, on est sur une énergie qui doit sur un mouvement qui doit être un mouvement de repli sur soi. Pourquoi repli sur soi? Parce que, en fait, ça va nous permettre, cette espèce de mouvement d'introspection, ça va nous permettre de reconstruire d'une façon ou d'une autre notre vie en acceptant et en intégrant cette perte dans notre quotidien. Typiquement, là, on est sur une émotion qui touche à la notion de deuil, hein, le protocole de deuil. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler davantage parce que ça mériterait plusieurs précisions. Mais par définition, il faut avoir à l'esprit que le processus de deuil, c'est un processus qui est tout à fait naturel. Et notre vie est faite de deuil. Ça ne veut pas dire qu'on perd constamment des personnes, mais notre vie, par définition, est faite de deuil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie sans attachement. Il n'y a pas d'attachement non plus sans notion de séparation. Et par définition, il n'y a pas de séparation sans deuil pour surmonter, on va dire, la souffrance plus ou moindre, consécutive à la perte de l'objet en question. Alors, dernière émotion, j'ai gardé le meilleur pour la fin quand même, la joie. Alors oui, la joie, bien sûr, il faut en parler. Donc pareil, ça va d'un sentiment intérieur de gaieté. Aujourd'hui, moi je suis à Lille, il fait beau, il y a du soleil. Ben voilà, ça m'a mis en joie ce matin en voyant ça, jusqu'à des moments de grande exaltation, d'enthousiasme extrême, etc. Dans tous les cas, quand on est dans cette émotion-là, ça nous montre qu'il y a une réussite, il y a la notion de réussite, qu'on a atteint un but, quelque chose voilà, autour de cette notion-là. Donc le besoin, là, c'est de se sentir entouré, on a vraiment cette envie de partager, se sentir aimé, se sentir reconnu, etc. C'est vraiment le besoin qui va répondre à l'émotion de la joie. Et évidemment, la réaction, alors là, pareil, on est sur, au contraire, un mouvement d'ouverture, d'expansion. D'ailleurs, voilà, la joie, c'est vraiment naturellement une émotion qui va être comme un aimant relationnel. Hein. Quand vous êtes dans la joie, forcément, les gens ont envie de venir vous voir, etc. C'est quelque chose de très contagieux, mais de façon positive.
Et voilà, ça nous met vraiment dans quelque chose, ça désinhibe la joie. C'est une émotion qui nous permet de nous sentir forts, nous donner envie d'oser les choses, nous désinhiber, etc. Voilà, pour faire un petit peu le tour des 4 émotions fondamentales. Alors, vous l'aurez compris, j'y reviens. Oui, J'interviens juste là pour te faire un petit retour du sondage. oui, Les émotions les plus difficiles à gérer, à réguler ou à exprimer viennent un petit peu en tête la colère et puis ah juste oui, derrière la tristesse. C'est vraiment les deux émotions les OK, plus inconfortables qui sont oui, relevées. Et quelqu'un qui nous demande si on peut mettre les émotions aussi en perspective avec les situations professionnelles aussi, qu'on voit comment les émotions, oui, elles pour impactent forcément les situations professionnelles. Ça serait intéressant ouais, qu'on le ouais, ouais, fasse tout à aussi. fait. Voilà, Bah, c'est je intéressant parce m'efface. qu'effectivement, la colère, finalement, c'est pas si simple que ça et en effet, dans un cadre professionnel, alors là, il faudrait faire du cas par cas, hein, j'ai envie de dire, mais la notion de respect, c'est important pour vous d'identifier qu'est-ce qui n'a pas été respecté. Effectivement, il y a la notion d'injustice. Si vous vivez quelque chose que vous trouvez injuste, c'est légitime que vous soyez en colère. Après, toute la question, c'est effectivement de réfléchir sur des situations vraiment précises, hein. Je vous invite à prendre des exemples intérieurement ou d'y réfléchir par la suite pour explorer une situation bien précise, pour essayer de faire ce décodage avec ce tableau assez simple, mais qui peut quand même donner des portes d'entrée sur comment accompagner ça. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté et qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui est aussi sous votre contrôle, parce qu'évidemment, changer de chef, si votre chef a eu un comportement injuste, bah, c'est pas forcément faisable. Donc, de quelle façon, effectivement, vous pouvez quelque part faire sortir cette énergie peut-être d'une autre façon. Aller faire un footing, ça peut être une façon de sortir cette énergie, au moins elle ne reste pas à touiller là à l'intérieur. Et après, quel comportement un peu plus posé vous allez pouvoir mettre en place pour répondre aux besoins et que vous vous sentiez à la fin respecté d'une façon ou d'une autre. Donc, je continue Donc voilà, effectivement, l'idée, c'est que, vous le voyez bien, les émotions ne sont pas pathologiques. Il peut y avoir des déséquilibres qui interviennent par rapport à ce qu'on vient de voir quand l'émotion n'apporte pas la réaction qui est appropriée. Donc là, tout ce travail de décodage que vous pouvez essayer de faire de votre côté pour essayer réajuster quelque part le comportement pour que vous sentiez intérieurement. En général, la colère, on sent vite hein, quand on a fait quelque chose et des fois, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est posé. Ça veut dire que probablement, ça s'est réajusté, que vous vous sentez intérieurement davantage respecté. Deuxième chose, et c'est là que je vais aller sur la deuxième partie, c'est que, je vous disais tout à l'heure, alors par définition, la palette d'émotions et le niveau d'émotions peut être tout à fait varié. Des fois, ce qui est compliqué, on n'arrive même pas à raisonner parce que la marmite, moi j'ai souvent cette image de la marmite, la cocotte minute, elle est proche de déborder, comme un riz qui commence un peu à monter parce qu'on a mis trop fort le feu. Si on est comme ça et qu'on sent qu'on vibre beaucoup trop haut, évidemment, c'est très compliqué de gérer au mieux, évidemment. Hein. Donc là, on va voir de quelle façon les huiles essentielles, quand il y a une forme de surcharge émotionnelle, peuvent être un outil vraiment précieux pour faire, et vous allez voir immédiatement, c'est instantané, j'anticipe, mais c'est un des grands avantages des huiles essentielles, faire baisser cette pression émotionnelle. Donc les huiles essentielles pour réguler nos émotions. Alors, sur toute l'introduction, je vais vraiment aller au plus vite parce qu'on pourrait parler des heures, voire des jours sur les huiles essentielles. L'aromathérapie, c'est un outil qui est extrêmement varié, extrêmement puissant et vaste dans tout ce que ça peut faire et dans la façon de l'utiliser. Donc, je vais vraiment vous donner quelques grandes lignes. Et si vous avez des questions, j'aurai le temps d'y répondre un peu plus tard. Mais voilà, pour vous donner quelques notions par rapport à ça. Alors, l'intérêt des huiles essentielles, je vous le disais, je vais tout de suite là-dessus. Juste avant, elle a une action immédiate. Et je vais vous donner un peu la clé de compréhension de pourquoi c'est immédiat. Alors, aucun effet secondaire, je dis juste un mot par rapport à ça. Pourquoi? Parce que dans toutes ces pathologies problématiques, inconforts psychologiques, que ça soit les troubles de l'humeur, les dépressions, l'anxiété, les troubles du sommeil, tout ce qu'on met derrière ces pathologies psychiques, l'allopathie, évidemment, on sait bien qu'elle propose un certain nombre de médicaments. Je fais une parenthèse d'ailleurs, peut-être que vous le savez, mais depuis mars 2020, depuis ce qu'on vit avec le contexte sanitaire, le nombre de prescriptions a absolument explosé. On était déjà assez champions en France, mais alors là, depuis les événements, c'est vrai que c'est devenu... voilà, donc ça montre un peu la souffrance quand même psychique d'une manière générale des Français, mais certainement pas que, les Français bien sûr.
Et donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le problème avec ça, c'est qu'il y a souvent des effets secondaires. Effets secondaires de type problème de mémoire, de concentration, des troubles digestifs, des prises de poids, des règlements du sommeil, etc. Et parfois même des problèmes d'accoutumance, selon les classes de médicaments, mais voilà. Les huiles essentielles, à ce niveau-là, n'ont aucun effet secondaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de toxicité, mais ça veut dire qu'elles n'ont pas d'effet délétère sur l'organisme. Et dernier point aussi intéressant, c'est que c'est accessible à tous. Alors pareil, oui, on peut en acheter n'importe où. C'est devenu très, très grand public, les huiles essentielles, depuis quelques années. Attention, c'est pareil, dès lors qu'on peut l'utiliser et l'avoir n'importe où, c'est d'autant plus important de savoir qu'il y a des précautions quand même à avoir à l'esprit. Donc, sur la notion de toxicité, par définition, les huiles essentielles, vous le savez probablement, c'est une concentration extrêmement forte de molécules actives qui sont présentes dans les plantes. Ça veut dire qu'évidemment, ces molécules, elles sont actives, donc elles ont des actions bien spécifiques, et que si elles sont utilisées n'importe comment, ne serait-ce qu'en termes de quantité, il n'est pas question de se boire un flacon d'huile essentielle, j'exagère, hein, mais sur la journée comme ça. Par définition, trop d'huile essentielle, on a des cas, j'en ai discuté une fois avec un médecin, on a des cas d'hépatite dus à des huiles essentielles. Donc quand même, attention, il faut vraiment respecter les posologies qui sont précisées. Quelques termes que je vous cite simplement en termes de toxicité. Dermocaustique, ça veut dire qu'il y a des huiles essentielles qui sont irritantes pour la peau ou pour les muqueuses. Hépatotoxiques, ça c'est des affections qui concernent le foie. Toutes les huiles essentielles qui contiennent ce qu'on appelle les phénols, c'est une famille de molécules qui vont, si on les prend en trop grande quantité, surtout à un long cours, qui risquent d'être toxiques pour le foie. Neurotoxique, là, comme son nom l'indique, on vient toucher des affections au niveau du système nerveux. Et photosensibilisant, c'est des fois un terme un peu plus connu, c'est des huiles essentielles, typiquement toutes les huiles essentielles d'agrumes, citron, orange, etc., mandarine. On ne les met jamais sur la peau avant de s'exposer au soleil parce qu'on peut avoir des réactions, des plaques, etc. Certains publics doivent être particulièrement attentifs. Les femmes enceintes, ça c'est très souvent connu. Femmes enceintes et allaitantes, ça ne veut pas dire qu'on peut en utiliser aucune, mais si on ne connaît pas, par précaution, on n'en utilise pas. Les enfants de moins de 12 ans, ben voilà, ça c'est pareil, c'est une approche bien particulière également. Il faut bien vérifier, mais là aussi, il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser avec les nourrissons dès 3 mois, pas n'importe comment et certainement pas n'importe lesquelles, bien sûr. Tout ce qui concerne les pathologies hormonodépendantes. Pourquoi ? Parce que là aussi, il y a certaines huiles essentielles qui ont une action qu'on dit hormone-like. Hormone-like, ça veut dire qu'elles vont mimer l'action de certaines hormones naturelles du corps humain. Quand on est épileptique, asthmatique ou sous traitement anticoagulant, c'est pareil, c'est important de vérifier parce qu'un certain nombre d'huiles essentielles vont des fois être déconseillées dans ces cas-là. Et évidemment, on vient de le voir, s'il y a des fragilités connues au niveau du foie ou du rein, là évidemment, on fait particulièrement attention. Alors, effectivement, un mot sur le choix où acheter les huiles essentielles. Il y a plein de laboratoires, il y a plein de petits artisans qui font des huiles essentielles d'excellente qualité. Il faut connaître, donc certainement pas d'achat comme ça au hasard ou sur des marchés si vous ne connaissez pas, ou sur Internet, etc. Comme tout, comme les médicaments, comme les compléments alimentaires. Ça peut être évidemment trafiqué, ça peut être coupé. Donc là, vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dedans. Donc vraiment, soyez très attentifs. Tournez-vous vers des marques et des laboratoires connus et reconnus. Si vous ne voulez pas prendre de risques, en magasin spécialisé, type magasin bio ou en parapharmacie, pharmacie, là, vous ne prenez pas de risque, évidemment. Toujours pareil, privilégiez la qualité biologique. On ne trouve pas forcément toutes les huiles essentielles labellisées, mais si vous avez le choix, bien sûr, pour des questions de qualité, privilégiez les huiles essentielles bio. Voie d'administration, alors là je vais très vite parce que je vais vraiment juste me contenter de l'utilisation par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Mais sachez que les huiles essentielles, on peut les ingérer par voie orale. Donc attention, on ne les met pas comme ça directement dans la bouche, bien sûr. Il faut toujours avoir un support, du miel, de l'huile ou un support neutre. Et toutes les huiles essentielles ne se prêtent pas à cette voie-là, mais ça c'est vrai pour tous les sujets. La voie cutanée, donc par définition, là, c'est en application, j'ai justement là une petite synergie, voilà, là, ça a été dilué, ce que j'utilise pour mes réflexologies plantaires. Une huile végétale avec des huiles essentielles bien choisies dedans, qu'on utilise vraiment en massage, en application, soit sur une petite surface, voilà, vous avez mal au poignet, etc., une petite synergie anti-inflammatoire, soit on peut l'utiliser aussi pour des massages beaucoup plus globaux, on va dire.
soit à la voie aérienne. Donc là, on respire les huiles essentielles, c'est de ça qu'on va parler. On peut l'utiliser en diffusion. Donc là, peut-être que vous avez chez vous des diffuseurs. On peut en rediscuter parce qu'il y a voilà, plus ou moins de qualité aussi sur l'efficacité thérapeutique selon les modes de diffusion. En inhalation sèche ou humide. Humide, c'est le fameux, vous mettez la tête sous une serviette au-dessus d'un bol avec des huiles essentielles. Si vous avez le nez bouché, voilà, ça peut être efficace. Et en olfaction, donc olfaction, inhalation sèche, on est sur le même principe, hein, c'est qu'on prend une huile essentielle comme ça, on met soit une petite goutte sur un mouchoir, soit on respire directement. L'olfaction, là, donc c'est la façon dont on va l'utiliser, c'est l'olfactothérapie. Donc là, ce qui va distinguer, c'est simplement qu'on va l'utiliser sur une séance un peu plus longue. C'est la définition de l'olfactothérapie. Donc, un petit mot juste pour vous dire que les propriétés dont on parle et qui vont être en jeu sur les huiles essentielles qu'on va utiliser avec les émotions, c'est 3 propriétés. Alors évidemment, une huile essentielle souvent va avoir plusieurs propriétés différentes, c'est ça qui est intéressant. Elles peuvent avoir des propriétés antidépressives pour réguler l'humeur. Elles peuvent avoir des propriétés anxiolytiques, donc les actions sur les ressentis de stress et d'anxiété, et hypnotiques, sédatifs sur tous les problèmes de sommeil. Alors, peut-être que vous connaissez ou vous avez déjà entendu parler des aires cérébrales de MacLean. Alors, si ce n'est pas le cas, je vais vraiment vous l'expliquer très très rapidement. Pourquoi ? Parce que ça permet de comprendre comment les huiles essentielles agissent immédiatement au niveau de nos émotions. Donc, MacLean, c'était un médecin et un neurobiologiste américain du XXe siècle, hein, qui a finalement développé une théorie qu'on appelle la théorie du cerveau triunique, hein, c'est ce que vous avez là, qui est un modèle selon lequel le cerveau humain s'est développé à travers l'apparition successive au cours de son évolution, hein, au cours de l'évolution de l'espèce humaine, de 3 cerveaux distincts. Le premier, alors là on part du bas, c'est le cerveau reptilien. C'est notre cerveau le plus primaire, c'est l'instinct, c'est ce qui réagit de façon archaïque. Ensuite, c'est le cerveau qui nous intéresse, c'est le cerveau limbique. Lui, c'est le chef d'orchestre de nos émotions, de nos sentiments, et c'est le lieu aussi de nos souvenirs. Et enfin, on a le cortex, qui lui, ou le néocortex, qui lui vient toucher effectivement toute cette aire cérébrale. Ça correspond au langage, ça correspond à notre pensée finalement, notre raisonnement, notre capacité d'analyse, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je respire ici une huile essentielle, pourquoi je ressens l'odeur? C'est parce qu'au niveau du nez, on a des nerfs olfactifs. Et ces nerfs olfactifs qui sont présents dans le nez sont directement reliés à cette partie du cerveau, à l'aire limbique, qui correspond à nos émotions. C'est pourquoi, quand on respire une odeur, le cerveau émotionnel, c'est instantané, il est informé bien avant, effectivement, le cortex. Donc, avant que vous réfléchissiez à quoi que ce soit de qu'est-ce qui se passe, vous réagissez au niveau émotionnel. C'est pour ça que c'est si intéressant que ça, l'utilisation des huiles essentielles en olfactothérapie. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est un choix, une proposition, c'est absolument pas un choix exhaustif. Vous le voyez, j'ai repris exactement le tableau de tout à l'heure, l'idée étant de vous proposer une huile essentielle qui va permettre, donc je reviens effectivement à cette notion de faire baisser la charge émotionnelle de façon instantanée quand vous n'êtes pas forcément en mesure de faire autre chose, etc., pour pouvoir gérer l'émotion qui vient. Je vous ai mis toujours effectivement une colonne adulte et une autre proposition quand c'est différent pour les enfants, avec des précisions sur les âges. Hein. Donc, je balaye juste rapidement les huiles essentielles dont je parle ici. Alors, camomille romaine, vous le voyez, pour les adultes, pour les enfants, dès 3 mois. Alors, pas n'importe comment, mais ce n'est pas le lieu ici de parler des huiles essentielles pour les bébés ou les enfants. C'est une huile essentielle qui a très, très peu de toxicité, donc elle est vraiment extrêmement douce. C'est vraiment une des huiles essentielles les plus puissantes pour son effet apaisant. Moi, je l'appelle un peu l'huile essentielle du coup de bambou. Alors, gentil le coup de bambou, mais dans le sens où ça permet de faire baisser la pression immédiatement. Donc, sur d'autres sujets aussi, sur des problèmes d'insomnie assez importants, c'est aussi une huile essentielle intéressante pour les chocs émotionnels, quels qu'ils soient, pour l'enfant comme pour l'adulte. Hein. En premier lieu, il pourrait y avoir d'autres outils, mais voilà, la camomille romaine va vraiment avoir un côté un peu apaisant, rassurant, sécurisant, etc. Au niveau de la colère, alors, petit grain bigarade. Alors, personnellement, c'est une huile essentielle dont j'adore l'odeur et même le nom, petit grain bigarade. Je trouve qu'il y a un petit côté très,
très apaisant, doux, etc. Alors, elle est effectivement, de toute façon, toutes ces huiles essentielles, globalement, sont calmantes, sédatives, etc. C'est un peu l'huile essentielle quand vous sentez, parce que là, on est dans la colère, quand vous sentez que vous êtes en colère et que vous êtes tendu comme un arc, comme on dit, voilà, le petit grain bigarade va vraiment donner une espèce de relâchement, notamment musculaire, parce que le petit grain bigarade, comme la lavande d'ailleurs, dont je parlerai juste après, a cette fonction relaxante musculaire. Ensuite, alors justement, la lavande, un petit mot là-dessus, notamment pour vous dire qu'il y a plusieurs types de lavande que vous allez pouvoir trouver si vous ne connaissez pas du tout. Là, je vous ai mis lavande officinale. C'est la même variété que la lavande fine ou la lavande vraie. Les trois noms, vous allez pouvoir les trouver. Sachez que ça représente la même fonction, les mêmes propriétés de ces lavandes-là. Donc la lavande, alors elle a énormément de vertus. Vraiment, c'est une huile essentielle super pour plein de choses et pour les enfants parce qu'elle n'a vraiment aucune toxicité, elle est très douce. Elle peut aussi, alors pas pour les enfants, toujours diluée, mais voilà, elle n'a pas de toxicité pour la peau. C'est une grande huile essentielle de la peau. J'ai envie de vous dire que quel que soit le problème de peau, la lavande sera jamais une erreur parce que c'est vraiment une huile essentielle principale pour tous les problèmes de peau. La bergamote, un petit mot sur la bergamote. La bergamote, l'idée, c'est que c'est l'huile essentielle de la bonne humeur. Donc, bergamote égale bonne humeur à toute heure, si je devais un petit peu ne dire qu'un mot là-dessus. Voilà, elle fait partie de ce qu'on appelle les citrus. Donc, ça veut dire qu'elle est photosensibilisante. Donc, on ne l'utilise pas, on ne la met pas en cutanée juste avant une exposition au soleil. Et c'est bien d'utiliser, de toute façon, la diluer dans tous les cas. Bergamote, et pour l'enfant, au niveau de la tristesse, la mandarine verte plutôt que la bergamote. Pareil, mandarine verte, là, il n'y a aucune toxicité, c'est vraiment une huile essentielle, la deuxième après la lavande qu'on peut utiliser avec les enfants. C'est très rare que les gens n'aiment pas, que vous n'aimiez pas peut-être l'odeur de la mandarine, c'est assez rare parce qu'il y a quelque chose de réconfortant, de très doux dans l'odeur des citrus. Avant-dernière huile essentielle, marjolaine à coquille. Alors là, c'est l'huile. Alors c'est assez paradoxal parce que c'est une huile essentielle qui va être euphorisante. Donc vous allez me dire, c'est l'huile essentielle. On a trop de joie. Alors c'est rare qu'on ait trop de joie, mais on peut être un petit peu dépassé par un sentiment d'exaltation. Ça peut arriver. Mais c'est surtout qu'elle est donc à la fois euphorisante, mais en même temps, elle est régulatrice. C'est pour ça qu'elle est intéressante quand on est dans une surcharge de joie. C'est qu'elle va vraiment réguler. Et c'est vraiment l'huile essentielle de la douceur, de la gentillesse. Donc à ce niveau-là, elle est vraiment intéressante. Elle est aussi intéressante pour réguler tout ce qui est excès finalement. Dans des comportements, que ce soit le tabac, l'alcool, etc. La marjolaine va être assez apaisante à ce niveau-là. Verveine citronnée, alors là on est sur une huile essentielle un petit peu moins connue, j'allais dire. Elle est assez chère, je ne l'ai pas dit, mais la camomille romaine, son seul inconvénient c'est son prix. Après voilà, elle est tellement puissante qu'un flacon va vous faire un certain temps, donc ça vaut la peine quand même de mettre le prix. Verveine citronnée c'est pareil, on est quand même sur une huile essentielle d'un certain prix. Voilà, elle va être, donc là par contre pas avant 6 ans pour les enfants. Elle va être à la fois un peu sur le même principe, elle va être tonique nerveuse, mais avec cette fonction régulatrice. C'est pour ça qu'elle est quand même intéressante et que je l'ai mise avec cette émotion de la joie. Bon, j'étais assez vite, mais parce que sur chaque huile essentielle, il y aurait énormément de choses à dire, mais je m'en tiens vraiment au sujet des émotions. Alors, pour terminer, avant de laisser la parole à Corinne pour la suite, le protocole qu'on peut associer, je vous parlais d'olfactothérapie, la différence, c'est que voilà, inhalation sèche, on prend juste l'huile essentielle. Je vous dis, j'ai pris Eucalyptus radiata, donc on n'est pas sur une huile essentielle des émotions. Mais par contre, si vous avez le nez bouché, Eucalyptus radiata, c'est parfait. Donc, ça peut être juste comme ça, hop, pour déboucher, voilà, ça c'est très ponctuel. En olfactothérapie, on va l'utiliser de façon un petit peu plus posée et sur une séance un petit peu plus longue. Ça veut dire que ça va durer 3 heures, mais voilà, il faut un petit quart d'heure, j'allais dire, pour pouvoir bénéficier vraiment de ces effets-là. Le protocole que je vous propose par rapport à ça, pour que vous puissiez le tester si vous le souhaitez avec les exemples d'huile essentielle que je viens de vous donner. Alors évidemment, j'en reviens à mon tableau de tout à l'heure, on commence évidemment par être certain de l'émotion qui vous déborde. Corinne me disait que par exemple la colère, c'est quelque chose qui revient, comme la tristesse. On commence par identifier l'émotion.
Éventuellement, avec cette identification mentale, vous pouvez aussi voir, en fermant les yeux ou pas, mais voir est-ce qu'il y a une image spontanée qui vous vient. C'est toujours utile et intéressant d'avoir des images. Corinne ne me contredira pas là-dessus, qui travaille beaucoup avec des visualisations. Si vous avez une image qui vient, c'est très bien, vous la laissez venir, elle pourra vous servir. Bien sûr, vous vous mettez dans un contexte de calme. Donc au bureau, voyez si c'est possible de vraiment vous isoler 5 minutes, ça peut suffire, hein, ou d'aller aux toilettes, au moins vous êtes sûr que vous êtes tranquille. Si vous êtes à la maison, voilà, que vous ne soyez pas perturbé par les enfants ou quoi aux caisses. On se pose quelques instants. Vous prenez l'huile essentielle que vous avez choisie. On est bien d'accord que l'odeur ne doit pas vous faire ça. Sinon, ça va être contre-productif. Bien sûr, la camomille romaine, il y a des gens qui détestent l'odeur. Bon, à ce moment-là, on va en choisir plutôt une autre pour que ça ne soit pas contre-productif. Vous fermez les yeux et éventuellement, vous laissez revenir l'image qui peut symboliser ce trop-plein émotionnel. Donc là, vous respirez. Alors, en olfactothérapie, vous pouvez simplement faire ce que je fais là, faire une espèce de petit mouvement pour faire un petit peu voyager les molécules aromatiques juste en dessous de votre nez. Il y a ce qu'on appelle des lunettes d'olfaction qui existent, qui peuvent être utiles et ça vous permet d'avoir vraiment de libérer les mains et d'avoir vraiment cette respiration qui se fait toute seule. Mais voilà, de cette façon-là, c'est tout à fait efficace également. Et vous laissez vraiment, là, c'est vraiment un temps d'intégration et de détente. Vous pouvez tout à fait essayer de visualiser, c'est des molécules aromatiques, c'est volatile, hein, donc c'est des choses qui rentrent, qui voyagent, et voilà, d'avoir cette image qui vient, des petites bulles ou des petits oiseaux, ou des petites fleurs, peu importe ce qui peut vous venir comme image, mais en tout cas quelque chose qui rentre très profondément et qui vient se diffuser dans tout votre corps, jusque dans toutes vos cellules, etc. Une diffusion, voilà, vous allez peut-être sentir du chaud, de la douceur, etc. Vraiment, vous laissez ce temps nécessaire. Et effectivement, c'est ce que je vous disais là en dernier point, combien de temps, le temps nécessaire pour que vous puissiez sentir intérieurement qu'il y a quelque chose qui s'est calmé, qui est descendu en termes de baromètre. Voilà, c'est comme si vous aviez appuyé sur le bouton de la plaque électrique et que d'un coup, vous voyez que le riz, hop, au lieu d'être prêt à déborder, il redescend tranquillement et que l'eau se remet à frémir tranquillement et que ça cuit doucement, si on doit avoir cette image-là. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Corinne. Je vais pouvoir regarder un petit peu si déjà il y a des questions. Et bien sûr, on ne l'a pas redit avec Corinne, hein, mais on a prévu un temps d'échange et de questions après la partie de Corinne. Donc, ça permettra de compléter également si besoin. Merci beaucoup, Claire. Alors, on va parler de quelque chose, on va parler d'intelligence émotionnelle maintenant, quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas dans les livres non plus. Claire l'a bien expliqué, on obéit à nos émotions sans en avoir réellement conscience. Les émotions, elles nous impactent, elles impactent notre santé mentale, notre santé physique. Quand elles sont utilisées de façon optimale, elles vont elles vont nous faciliter nos prises de décision, elles vont favoriser nos relations, notre relation aux autres, elles vont favoriser aussi le travail en équipe. C'est un levier d'épanouissement à la fois personnel, relationnel et professionnel. Ça, c'est quand on s'en sert efficacement et ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Alors, on va commencer par une petite citation. Toutes les grandes découvertes sont faites par ceux qui laissent leurs émotions devancer leurs idées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou d'abord, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Cette citation, elle ne dit pas que le cœur doit toujours l'emporter sur la raison. Non, elle dit plutôt que les émotions, elles nous donnent de l'impulsion. Elles sont les moteurs de la création, les moteurs du changement. Savoir les utiliser, ça revient à s'autoriser à les écouter, à les prendre en compte pour pouvoir tirer le meilleur parti de ces émotions. Alors, c'est Daniel Goleman, un psychologue américain qui est considéré comme le père de l'intelligence émotionnelle, mais en réalité, plein d'autres avant lui ont travaillé sur le sujet, avaient théorisé ce concept, mais c'est vraiment lui qui a rendu la notion d'intelligence émotionnelle aussi populaire. Alors, la définition, si on définit ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est l'habileté à percevoir et à exprimer les émotions chez soi, mais aussi chez les autres. On peut même ajouter
percevoir les émotions et les réguler chez soi et chez les autres. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui permet de repérer nos émotions, de les comprendre, de comprendre les causes, les conséquences, de renforcer la maîtrise de soi. C'est ce qui permet de développer notre souplesse, notre flexibilité dans les situations pour limiter à la fois les situations de stress, limiter les conflits. Les émotions, elles jouent toujours un rôle dans toutes les situations, hein, personnelles comme professionnelles. Euh, Elles vont influencer nos actions, influencer nos choix, nos décisions, les gens qu'on fréquente, les gens avec qui on est en relation. Observez simplement les lieux que vous fréquentez, les personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, celles avec qui vous vous sentez jamais vraiment complètement à l'aise. Réfléchissez aux choix que vous avez faits professionnellement, les collègues avec lesquels c'est plus facile de communiquer. Il y a dans toutes les situations le facteur émotionnel qui entre en compte. Alors, pardon, ouais, ça a bougé, on est encore là. Donc ça veut dire que si je réfléchis aux occasions dans lesquelles je vois que mes émotions, elles peuvent être décisives, elles peuvent influencer nos vies. Sur des exemples très simples et très concrets, est-ce que j'achète une voiture en calculant le rapport coût-efficacité, en comparant les marques, ou bien est-ce que je suis sensible à la couleur, aux options, au design? Est-ce que j'ai choisi mon partenaire ou ma partenaire parce que objectivement c'était une bonne option? Non, on voit bien qu'il y a toujours le facteur émotionnel qui entre en compte. Est-ce que le poste que j'occupe aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment celui qui m'offre le meilleur salaire? Ou est-ce que je suis dans cette entreprise parce que les valeurs qu'elle porte, je me reconnais dedans? Il y a beaucoup de nos décisions qui vont être plus ou moins influencées par les émotions. Ça veut dire que être doté d'intelligence émotionnelle, c'est se servir de nos émotions pour comprendre nos comportements, les réguler, les ajuster, savoir se tempérer, prendre des décisions qui nous permettent de nous sentir en accord avec nous-mêmes. Mais ça va au-delà, en fait. C'est aussi savoir anticiper les besoins des autres, ressentir les ambiances, faire preuve d'empathie. Alors, on capte en permanence un grand nombre d'informations que dans les situations, notre cerveau, il va traiter pour générer une émotion correspondante. Euh, un exemple simple, je me sens tendue, au fond de moi, je me sens inquiète, j'ai des dossiers à rendre, mais les délais sont vachement courts. Mon cerveau, il mouline toutes les informations et il va générer l'émotion qui correspond. C'est, par exemple, la peur de ne pas réussir, la peur d'échouer. Donc, si je reconnais cette émotion, je réfléchis tranquillement aux besoins qui se cachent derrière, eh bien, je me dis, bon, bah, allez, il faut que je me détende, il faut que je reste concentrée, il ne faut pas que je me disperse, ou il faut que je demande peut-être de l'aide ou un délai supplémentaire. Ça, c'est quand l'intelligence émotionnelle fait son œuvre. Sans intelligence émotionnelle, eh ben, je me laisse complètement envahir par les ressentis, les émotions négatives, et je m'effondre. Un autre exemple au travail, ma collègue, elle arrive le matin, elle ne me dit pas bonjour en arrivant, elle s'enferme dans son bureau, elle fait un petit peu la tête, je la vois un peu tirée, fatiguée. J'essaie de comprendre ce qui se passe, son émotion. Je me dis, bon, ben voilà, elle a l'air épuisée. Je peux percevoir peut-être un peu de découragement chez elle. Son besoin, elle a peut-être besoin d'aide, elle a peut-être besoin de parler. Donc, je suis là, je l'exprime. C'est l'intelligence émotionnelle. Sans intelligence émotionnelle, qu'est-ce qui se passe? Je fais une affaire personnelle de sa petite humeur du matin. Je me dis, elle doit avoir un truc contre moi. Si c'est comme ça, moi aussi, je vais faire la tronche. Ça, c'est quand il n'y a pas l'intelligence émotionnelle. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on apprend à faire évoluer tout au long de la vie, au gré des expériences, au gré des rencontres, contrairement au QI, le quotient intellectuel qui lui est plutôt stable tout au long de la vie. On se rend compte que le QE, le quotient émotionnel, c'est quelque chose qui peut évoluer. Alors, pardon. Voilà, quotient émotionnel versus quotient intellectuel, les deux ne s'opposent pas en fait. En psychologie, ces dernières années, les théories sur l'intelligence, elles ont fini par reconnaître qu'il existait plusieurs formes d'intelligence. On s'est rendu compte que le QI, c'était peut-être un peu surfait, on ne pouvait pas que compter là-dessus. On s'est rendu compte que ça ne suffisait pas à dire la valeur de quelqu'un, en fait, à prédire son succès, par exemple. Le QI, le quotient intellectuel, il permet d'évaluer des capacités cognitives, logiques, intellectuelles, ce qui permet de dire, par exemple, quelqu'un qui a un bon rendement scolaire ou qui réussit professionnellement, ça a du sens. Ça peut être associé à son QI.
en soi, c'est pas incorrect de se baser là-dessus, mais ça donne une image partielle, c'est incomplet, ça donne pas la vraie, une vision globale de la réalité. Les chercheurs et les entreprises, forcément, elles ont commencé à détecter qu'il y avait, d'autres choses, que ce qui permettait de réussir dans la vie, ça allait au-delà de l'utilisation de la logique et de la rationalité. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à s'intéresser au QE, au quotient émotionnel. C'est ce qui permet d'identifier des attitudes, des comportements, ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup les soft skills, par exemple, dans l'entreprise. L'intelligence émotionnelle, ça fait référence aux aptitudes, aux compétences psychologiques qui vont impliquer à quelqu'un, par exemple, de ressentir, de comprendre, de contrôler, de modifier ses propres émotions ou bien celles des autres. Une personne qui est émotionnellement intelligente, c'est une personne qui est capable de gérer ses émotions dans le but d'obtenir un résultat positif dans ses relations ou dans ses actions. Cette personne émotionnellement intelligente, hein, elle a deux capacités majeures. Elle sait reconnaître et comprendre et gérer ses propres émotions, et elle sait reconnaître, comprendre et influencer les émotions des autres. Moi, il y a un recruteur qui m'avait dit il y a quelques temps, j'étais jeune, j'avais peut-être 23, 24 ans, il m'avait dit, vous n'avez pas une intelligence intellectuelle, vous avez plutôt une intelligence de la vie. Sur le coup, je savais pas ce qu'il voulait dire, mais j'ai compris beaucoup plus tard qu'il parlait de l'intelligence émotionnelle, parce que sur le coup, limite, j'étais un petit peu vexée même. Ça me paraissait même un peu, je me dis, bah mince, je suis pas intelligente de ce que je comprends. Ce qu'il voulait dire, c'est pas que j'étais pas fut-fut, j'avais un QI tout à fait normal dans la moyenne, mais ce qu'il voulait dire, c'est que c'est davantage mes capacités à reconnaître, à comprendre les situations, à mettre mes qualités en œuvre, mes qualités humaines en œuvre pour faciliter la réalisation, un travail d'équipe. C'est plutôt ça qui me distinguait finalement. Et aujourd'hui, je suis 100% d'accord avec son analyse d'il y a quelques années. Je me dis même que j'ai certainement pu évoluer et je le prends même comme un compliment. J'ai pas de problème avec ça. Une personne d'ailleurs peut avoir un QI très élevé, beaucoup plus que la moyenne, et avoir une très faible intelligence émotionnelle. Toute intelligente qu'elle est, elle va avoir des moments, par exemple, où elle va être socialement assez inadaptée. Et inversement, une personne qui aurait un QI moyen, elle peut avoir une intelligence émotionnelle très développée. Les personnes qui réussissent beaucoup, vous voyez, dans la vie avec un QI moyen, c'est des gens qui ont une intelligence de la vie qui leur permet de se suradapter, par exemple, aux situations dans lesquelles ils évoluent. Vous voyez, les autodidactes, les personnes qui ont un bon sens de l'observation, qui vont apprendre sur le tas, les gens qui disent qu'ils se sont fait tout seuls, en général, pas tout le temps, il y a des gens qui sont aussi dotés d'un grand QI, mais en général, ça peut être des personnes qui n'ont pas toujours compté sur leur QI élevé, mais sur des capacités à s'adapter, à rebondir. C'est ça qui leur a permis de réussir. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Eh ben, il faut observer notre cerveau. On en revient toujours à notre cerveau, l'intelligence émotionnelle via hémisphère gauche, hémisphère droit. La neurologie, elle caractérise cette intelligence émotionnelle comme l'interaction entre la partie rationnelle et la partie émotionnelle du cerveau. Autrement dit, l'interaction entre cerveau gauche et cerveau droit. L'hémisphère gauche, c'est la logique. C'est lui qui quantifie, c'est lui qui va analyser, celui qui est en lien avec le sens critique, c'est celui qui est factuel. C'est l'hémisphère gauche que vous utilisez quand vous organisez, vous classez, vous structurez, quand vous contrôlez, quand vous faites des choses qui demandent de la minutie, par exemple. L'hémisphère droit, lui, c'est un peu, je vais caricaturer, mais c'est un peu l'artiste, quoi. C'est lui qui, il imagine, il compare, il fait des métaphores. C'est celui qui a l'esprit de synthèse, c'est les motifs, la sensibilité, les relations humaines, c'est tout ce qui touche au domaine artistique, la création, la musique, etc. Et donc, l'intelligence émotionnelle, c'est quand mon cerveau gauche et mon cerveau droit, ils collaborent efficacement. Je prends un exemple, mon hémisphère droit, il ressent, il perçoit une humeur, une situation, il partage l'information avec mon cerveau gauche qui lui va analyser, va décortiquer ça de façon très pragmatique pour fournir par exemple une réponse logique. À ce moment-là, mon cerveau droit, il reprend le relais, il étudie cette réponse un peu pragmatique, il va l'évaluer, va la visualiser, va la projeter, voir si ça correspond à mes valeurs, à mes croyances, etc. Donc, c'est un dialogue interne qui est ultra rapide, évidemment. C'est quelque chose de fulgurant qui se passe dans notre tête. Et ce qu'il faut savoir, ce qui nous intéresse de savoir, c'est est-ce que mon cerveau droit et mon cerveau gauche produisent une bonne intelligence émotionnelle? Et pour pouvoir le savoir, la première chose à faire, c'est de l'évaluer. Est-ce que vous avez déjà évalué votre intelligence émotionnelle? Je vous laisse répondre au petit sondage.
Je pense qu'Alexandre a prévu un sondage. Est-ce que vous avez déjà effectué un test d'intelligence émotionnelle? Je vous laisse répondre. Si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave. On a une solution. Je laisse le... Bon, on va laisser le sondage se terminer. Est-ce que... Moi, je vois que la grande majorité d'entre vous n'ont jamais fait cette évaluation. Donc, on est obligé de laisser le sondage se terminer, Alexandre. On ne peut pas avoir le diaporama en même temps. Alors, pour ceux qui l'ont déjà fait, mais qui souhaitent refaire cette évaluation, parce que ça évolue tout au long de la vie, cet aspect-là de notre personnalité, je vais vous proposer un test d'intelligence émotionnelle. On peut mettre fin au vote, peut-être, Alexandre, pour continuer, parce qu'on n'est pas tout à fait dans les délais. Je ne voudrais pas que... Alexandre, vous êtes là? Est-ce que je peux mettre fin au vote moi-même? Je suis, Ouais. excusez-moi, Ok, ça Corinne, marche. Pas de souci, pas de souci. comme désormais, on va même pouvoir regarder ensemble les résultats avec D'accord. non à une majorité, hein, ce qui Ouais. semble un petit peu peut-être normal, voilà, sur ce test d'intelligence émotionnelle. Et je vais tout de suite d'ailleurs pouvoir mettre en avant ce lien qui sera à consulter plus tard. Je le mets dans le chat qui vous permettra d'expliquer peut-être les choses, chers. Voilà, on va revenir sur le diaporama pour pouvoir enchaîner et que vous compreniez qu'en réalité, voilà, pour ceux qui n'ont jamais fait le test ou ceux qui l'ont déjà fait mais qui seraient intéressés de voir si ça a évolué, je vous invite à noter cette adresse que Alexandre vous met dans le chat, www.sophrologie-béthune.fr/mmjqe. C'est très simple. Ce test, il va vous donner une indication sur la manière dont vous fonctionnez avec vos émotions. D'abord, vous allez obtenir un score d'intelligence émotionnelle globale qui va vous indiquer comment vous utilisez vos émotions pour mener la vie en général. Et de ce score global, vous allez ensuite pouvoir calculer 3 sous-scores. Vous allez affiner ces scores. Ça correspond à 3 dimensions qui sont impliquées dans votre intelligence émotionnelle. Il y a le rapport à soi, à votre propre épanouissement, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle intime. Il y a ensuite le rapport aux autres, la capacité à entrer en communication, en relation avec les autres, qu'on appelle l'intelligence émotionnelle sociale. Et le rapport à la vie, la recherche d'équilibre, d'harmonie dans la vie qu'on appelle l'intelligence émotionnelle existentielle. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Vous allez retrouver sur ce lien non seulement le test, un petit rappel de cette notion d'émotion, et en bonus, vous observerez qu'il y a un petit cadeau. Il y a 2 séances de sophrologie, des exercices à refaire pour pouvoir développer votre intelligence émotionnelle. Vous pouvez faire ce test vraiment en toute autonomie, calculer vos scores, et vous allez observer des points forts, des axes d'amélioration, ce qui nous amène à dire qu'on peut améliorer le score, on peut développer l'intelligence émotionnelle. Alors comment? En tenant compte de ces 5 champs de compétences émotionnelles. Je vous détaille ces 5 champs de compétences émotionnelles. Pour développer l'intelligence émotionnelle, il faut être capable de comprendre ses émotions. C'est la base. Qu'est-ce qui déclenche mon émotion en général? C'est quoi les déclencheurs? Savoir nommer les émotions, ça veut dire, voilà, je suis heureuse, je me sens triste, je suis mélancolique, je me sens en colère ou non, je me sens furieuse. Vous voyez, je connais les nuances dans les émotions, je connais le panel, l'étendue d'émotions. Je peux aussi faire un travail pour mieux me connaître, pour identifier, pour mieux comprendre mes émotions, de comprendre pourquoi je réagis comme ça, mon histoire, mon vécu, mon parcours, développer une forme de développer la conscience pour mieux comprendre ses fonctionnements. Développer l'intelligence émotionnelle, il faut oser ressentir ses émotions. Si je me sens triste, je ne retiens pas forcément mes larmes. Si je suis en colère, j'exprime ma colère. Si je me sens heureux ou heureuse, je vais le partager, je vais l'exprimer. Il faut aussi savoir exprimer les sensations dans le corps, aussi comment ça se traduit. La joie, je sens que c'est une énergie que j'ai dans mon ventre. La tristesse, une oppression, une boule dans la gorge, par exemple. La colère, ça me prend la tête. Vous voyez, c'est une façon de qualifier comment ces émotions s'expriment dans votre corps. Ensuite, vivre les émotions.
Pour vivre les émotions, il faut davantage être optimiste, il faut être confiant, ça fait grandir l'intelligence émotionnelle. Tout comme accepter les émotions, savoir prendre du plaisir, apprendre à gérer son stress. Alors avec la respiration, avec la relaxation par exemple, évidemment. S'adapter aux émotions des autres, savoir trouver des solutions pour faire face aux émotions. Tout ça, c'est de nature. On verra des outils après pour faire évoluer notre intelligence émotionnelle. Il faut aussi, pour développer l'intelligence émotionnelle, être ouvert aux émotions des autres. Il faut être capable de s'intéresser à l'autre. Il faut observer, il faut écouter les signaux, il faut pouvoir nommer, comprendre les émotions de l'autre. Voilà, Odile, je te sens contrariée, est-ce que tu souhaites qu'on en parle? Il faut être dans l'empathie, il faut faire preuve de compréhension face aux réactions émotionnelles des personnes qu'on a en face de soi. Par exemple, on est au travail, voilà, Paul, il est en colère, il exprime son mécontentement dans le service. J'essaie de détecter pourquoi. Peut-être que je vais comprendre en réalité qu'il a besoin d'être rassuré, Paul. Sa colère, elle se cache derrière un besoin d'être rassuré. Il faut savoir exprimer, partager les émotions. On développe l'intelligence émotionnelle en parlant, en exprimant les ressentis, pouvoir dire ses craintes et parler de ses doutes, savoir dire quand on est satisfait, quand on est content, ou à l'inverse, quand on n'est pas d'accord. On développe l'intelligence émotionnelle si on permet aussi à l'autre de s'exprimer de cette façon. Donc, il faut savoir s'exprimer, mais il faut aussi savoir écouter. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Et puis aussi, on développe son intelligence émotionnelle quand on gère des émotions en situation de stress, en situation de tension. Quand on cherche des solutions dans les conflits au lieu de nourrir les conflits, par exemple. Il faut savoir exprimer des désaccords calmement, formuler des critiques constructives. Si les critiques, elles nous sont adressées, il faut savoir apprendre à se contrôler, pouvoir prendre du recul, garder son calme si on est provoqué, par exemple. Donc, c'est ça les 5 champs de compétences émotionnelles qui permettent de développer cette fameuse intelligence émotionnelle. Alors, en matière de relationnel et de communication, pour développer l'intelligence émotionnelle, c'est intéressant de connaître notre profil cérébral, non seulement le nôtre, mais essayer aussi de comprendre ces profils et d'identifier qui est qui dans le jeu qui se joue au quotidien. Cette préférence cérébrale, elle est utile pour se sentir bien avec soi, se sentir mieux avec les autres, se sentir aligné avec ses valeurs. Comme on ne peut pas changer les choses, l'environnement ou les autres, on peut travailler à s'adapter. Donc le but, c'est de mieux se connaître pour trouver le bon équilibre entre mes besoins et les besoins des autres. C'est ça l'intelligence émotionnelle. On va distinguer du coup ces 4 grands profils. Je vous invite à chercher à identifier dans lequel vous vous reconnaissez le plus. Alors, le profil idéaliste, on dit idéaliste, imaginatif, c'est une personne qui va avoir à cœur de résoudre les problèmes, qui va les aborder de façon assez globale, qui va s'appuyer sur son intuition, le feeling. Elle aime bien l'inconnu, l'aventure, la nouveauté. C'est quelqu'un qui est à l'aise quand il faut prendre des risques. C'est sur elle qu'on peut compter. Quelqu'un qui va avoir un bon esprit de synthèse, par exemple. Son besoin, ça va être de mettre en œuvre ses idées. C'est l'innovation qui lui plaît. C'est en général le profil des commerciaux, des artistes, des entrepreneurs, les gens qui travaillent dans la pub, dans le marketing, etc. Donc, pour bien communiquer avec un profil idéaliste imaginatif, il faut jouer la carte de la spontanéité et de la souplesse. C'est les 2 maîtres mots pour vraiment établir une communication efficace. Ensuite, on a le profil réaliste. C'est une personne qui va aborder les situations de façon très logique, très rigoureuse. Elle va être à l'aise dans les domaines scientifiques, les domaines techniques. C'est des gens qui ont besoin d'obtenir des résultats. Pour prendre une décision, ils vont poser les choses. Voilà, on va émettre des hypothèses, on va s'appuyer sur des choses très factuelles, sur des données très chiffrées. Ça va être le profil en général des personnes qui travaillent dans la finance, dans le domaine juridique, dans les personnes qui ont en responsabilité la conduite d'un projet aussi, par exemple. Des personnes qui vont pas se satisfaire de l'à peu près aussi, par exemple. Donc, pour bien communiquer avec ces profils réalistes, il faut être rationnel, il faut être factuel. Il faut planifier, il faut organiser. Faut pas exprimer trop les émotions, ils y seront peut-être pas très sensibles. Il faut être plutôt factuel. Ensuite, on a le profil pragmatique. C'est une personne qui est très organisée, qui aura tendance à beaucoup planifier, anticiper, qui est attachée aux procédures. Elle va suivre rigoureusement les procédures. Quelqu'un qui va avoir le sens du détail, qui va souvent ritualiser ses actions, qui va apprécier de fonctionner avec des habitudes. Le besoin de cette personne, c'est
la sécurité, se sentir en sécurité, avoir le contrôle sur les choses. Ça, c'est quelque chose qui va lui plaire. Ça peut être le profil des personnes dans l'administration, dans la gestion, les managers aussi, ça peut être le cas. Pour bien communiquer avec un pragmatique, là encore, il faut respecter les procédures. Il faut accepter, pardon, que la confiance n'exclut pas le contrôle avec ces profils-là. Hein. On va expérimenter, mais on va quand même contrôler derrière pour voir si tout est OK. C'est quelqu'un à qui il faudra plus peut-être formuler des idées par écrit ou des demandes par écrit. Il faudra structurer. C'est des personnes qui ont besoin d'être rassurées sur la conduite d'un projet, sur les délais que vous allez savoir tenir, etc. Et puis ensuite, on a le profil empathique, le profil intuitif. C'est la personne qui va miser à fond sur les échanges. C'est la personne qui est à fond dans le relationnel, dans les contacts, très communicative. Elle va être sensible aux réactions, aux émotions des autres. Elle va privilégier la qualité de la relation. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir apprécié, qui a besoin de savoir qu'on l'apprécie. Si elle va pas bien supporter qu'on l'aime pas trop, par exemple, ou elle va avoir du mal à comprendre pourquoi on l'apprécie pas, par exemple. Pour bien communiquer avec un profil intuitif, empathique, faut être dans une posture d'ouverture, faut être authentique, faut dire ce qu'on ressent. C'est ça qui va envoyer des signaux de confiance. Donc, vous l'aurez deviné, le pragmatique et le réaliste, ils fonctionnent beaucoup avec leur cerveau gauche, alors que l'idéaliste imaginatif et l'intuitif empathique, eux, ils fonctionnent beaucoup avec leur cerveau droit. On dispose donc de certaines prédispositions pour communiquer avec des personnes qui nous ressemblent quand on observe ces profils. Un pragmatique et un réaliste, ils vont communiquer, ils vont facilement s'entendre dans le travail, par exemple. Un idéaliste, un intuitif aussi, par exemple. Mais c'est réducteur de penser que ça se limite à ça, parce que ce serait sans compter sur l'intelligence émotionnelle qui, justement, permet de s'adapter au profil des autres. Un intuitif et un pragmatique, ils peuvent s'entendre et s'accorder s'ils communiquent et s'ils s'écoutent. Donc, c'est vraiment on a besoin d'ailleurs de tous les profils dans l'entreprise, j'ai envie de dire, parce que tous les profils se complètent. Hein. Il y a des points forts chez les uns et chez les autres. Voilà, alors on se dit, OK, maintenant on connaît un petit peu mieux notre profil. Alors, comment je développe mon intelligence émotionnelle? Très concrètement, on va parler de quelques techniques qui peuvent vous aider à développer cette intelligence émotionnelle. La spirale des émotions. Ça, c'est un truc que vous pouvez mettre en œuvre très facilement. Vous prenez une situation et vous allez la décomposer pour comprendre ce qui vous fait réagir à chaque fois de façon aussi brute de décoffrage, aussi réflexe. Je prends quelques secondes pour accueillir dans une situation mon émotion. Je me mets à l'écoute de mes ressentis. Je me dis, bon, voilà, comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que ça me fait? Je repère que ces ressentis, à quelle émotion ça correspond. J'essaie de mettre des mots dessus sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me rend triste? Pourquoi ce que mon chef m'a dit, ça m'a atteint à ce point-là? Pourquoi quand mon collègue dit ça, ça me perturbe? Je vais analyser le besoin qu'il y a derrière. Et je me dis, OK, je sens que j'ai besoin de dire ce que je pense. Je sens que j'ai besoin, par exemple, d'être consolée, d'être rassurée. Je vais avoir besoin qu'on m'écoute. Je vais avoir besoin qu'on me réconforte, qu'on vienne me valider dans mes décisions, par exemple, etc. En fait, j'identifie ce dont j'ai besoin pour calmer mon émotion. Et derrière ça, j'identifie tout de suite la réaction qui est possible. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon besoin il soit satisfait? Je pense que dans cette situation, j'ai identifié le besoin, là, il faut que je m'isole, il faut que je réfléchisse. Non, justement, il faut que j'aille au contact et que je verbalise. Il faut que je reprenne le contrôle sur la situation, il faut que je lâche prise. Voilà, je détermine l'action qui est possible de faire. Et je mets en œuvre cette action. Je passe à l'action. J'exprime ma gêne, je me retire, je dis à l'autre quel est mon besoin. Et ça, la spirale des émotions, c'est quelque chose qu'on devrait faire tout le temps. Elle permet vraiment de prendre du recul en décodant les inconforts, en fait, pour sortir du mode réflexe, qui finalement, il est un petit peu entretenu par nos croyances, nos a priori. L'analyse de la situation par cette spirale, ça aide à faire diminuer l'intensité de l'émotion, en faisant en plus évoluer notre comportement, parce qu'on raisonne un petit peu plus, on fait intervenir notre cerveau droit, notre cerveau gauche. Cette spirale, elle va s'auto-renforcer. Plus je décode les situations de cette façon, plus ma façon d'aborder les situations, elle va évoluer, et donc plus mon intelligence émotionnelle, mon QE, y augmente.
Ça, c'est la première chose. Ça, c'est un truc, il faut vraiment s'habituer à le faire, c'est vraiment très efficace. Ensuite, la pensée positive, tout simplement parce que la pensée positive, ça favorise l'optimisme au lieu du pessimisme. Elle nous aide à sortir des programmations, des cercles vicieux, là, des émotions négatives, de la culpabilité ou chercher toujours systématiquement un coupable. Voilà, on en a plein des gens autour de nous, là, il leur faut toujours un coupable. Alors concrètement, comment on pratique la pensée positive? Je mets des mots positifs en fait dans ma tête, dans mes pensées, dans mes paroles. Je balaye toutes les négations. Je dis voilà, je peux, je suis capable, je me sens en forme. Voilà, je m'entraîne à penser réussite, à réfléchir succès. Je rejette ou j'ignore les pensées parasites en me répétant mentalement, ça va bien se passer, je vais y arriver. On va s'en sortir, je me sens en pleine forme, je suis pleine d'énergie, je sens que j'ai les capacités, je suis déterminée, j'arrêterai pas. Ça, c'est constructif en fait. Notre cerveau absorbe tout ça. Si vous vous lancez par exemple dans un projet, visualisez déjà l'issue favorable de ce projet. Je me vois en train de réussir ce que je suis en train de préparer. Je suis fière d'avoir réussi, même je m'imagine déjà. Je visualise même la version un peu rêvée. Je vis le succès. Je m'imagine en train, par exemple, de parler devant mon équipe. On a une réunion de secteur et puis je reste calme, je m'exprime devant tout le monde. J'imagine que bah voilà, je respire calmement tout en parlant avec facilité. Je suis à l'aise dans mes mouvements. Mon visage, il est souriant. J'imagine les gens qui m'écoutent, qui sont attentifs, qui sont intéressés par ce que j'explique. Je réponds aux questions avec plein d'assurance, etc. J'imagine les gens qui viennent me féliciter ou me remercier à la fin de la réunion de service en me disant que c'était bien, etc. Donc vraiment, on peut vraiment entraîner notre cerveau à le positif appelle le positif. Donc ça, c'est vraiment un exercice, c'est une gymnastique mentale qu'il faut pouvoir faire au quotidien. On peut renforcer la pensée positive d'ailleurs, non pas en projetant uniquement, mais aussi en se rappelant, en se remémorant les réussites passées, pour pouvoir réactiver des ressentis de force, de satisfaction, de tous ces souvenirs positifs. On peut nourrir aussi cette pensée positive avec la lecture, avec la musique, en faisant du sport, en faisant plein d'activités qui nous font du bien, en fait, qui nous procurent du plaisir. Voilà pour la pensée positive. Ensuite, l'ancrage ressources, ça aussi c'est très utile. Le but ici, c'est de se servir d'un ressenti positif qui a déjà été vécu pour le transposer dans une situation qu'on redoute ou qui va se produire. Le but, c'est d'identifier d'abord ce dont vous avez besoin. Admettons, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin de courage, j'ai besoin de motivation, je dois rester calme, il faut que je sois détendu, il faut que je sois concentré, il faut que je sois attentif, voilà, peu importe. On identifie le besoin. Ensuite, je vais choisir un geste discret. Les doigts, par exemple, fermer le poing, serrer mon poignet. Voilà, je vais faire un geste discret et je vais repérer un souvenir dans lequel j'ai déjà vécu la sensation. Par exemple, la confiance, je l'ai déjà vécu dans un entretien professionnel. Le calme, je l'ai déjà ressenti quand je suis en thalasso ou au bord de la plage. L'énergie, je l'aperçois quand je vais courir, quand je fais mon footing. Et qu'est-ce que je fais après? Je m'installe confortablement. Vous vous installez dans un endroit calme et vous vous détendez. Et là, vous prenez le temps de revivre cette scène passée. Vous vous rappelez le lieu, les personnes qui étaient présentes. Vous essayez de vous rappeler des odeurs, de tous les bruits, toutes les choses autour de vous, la lumière, les voix, les personnes qui s'expriment, etc. Et quand vous sentez que vous avez retrouvé suffisamment de sensations positives, quand vous êtes au maximum de la sensation de calme, de confiance, d'énergie, peu importe, eh bien là, vous allez poser l'encre. C'est-à-dire que vous allez stimuler le geste que vous avez choisi juste avant, soit serrer le poing, soit pincer les doigts, soit serrer votre poignet, peu importe. Et vous revivez cette scène jusqu'à la fin. Vous imaginez ensuite, une fois que vous avez bien fixé les sensations positives dans ce geste, vous les emportez pour vivre à présent la scène future avec les mêmes sensations positives. Vous pouvez d'ailleurs maintenir cette encre que vous avez posée en visualisant, en détaillant la projection positive de l'événement. Ça sous-entend que le choix du souvenir, à la base, il doit être important. Hein. Il doit être assez fort, assez riche, assez solide pour pouvoir enrayer la peur, les doutes. Le but, c'est de se programmer dans la réussite. C'est comme si vous cherchiez à vous rassurer sur l'histoire, faites spoiler un petit peu la fin de l'histoire, vous rassurer sur l'issue de cette situation. Donc ça, l'ancrage ressources, très bon exercice aussi. Ensuite, on a la dissociation.
Le but de la dissociation ici, c'est de désamorcer un déclencheur dans une situation qui est vécue de façon désagréable pour pouvoir diminuer l'impact émotionnel. Là, le but ici, c'est d'abord d'identifier la situation qui est pas confortable, qui est désagréable. Ça peut être par exemple l'attitude d'une personne qui vous déstabilise. Le ton qu'un collègue va employer dans une réunion, il va vous attaquer, une invective comme ça que vous vivez mal. Ça peut être une situation qui se répète souvent. Vous voyez, un désaccord, un problème avec votre voisin, c'est un peu une situation banale de la vie quotidienne, mais au quotidien, ça vous pourrit. Voilà, vous repérez la situation désagréable. Vous repérez le ressenti que vous associez à cette situation. Ça me met en colère, ça m'agace, ça me fait peur, ça m'angoisse, ça me donne envie de fuir, etc. Et ensuite, vous reprenez un petit peu le schéma juste avant de l'ancrage ressources, vous vous installez confortablement, vous vous détendez, et vous venez poser une encre positive, une encre ressource, qui correspond aux besoins par rapport à cette situation cette fois-ci. Une fois que vous avez posé l'encre positive ici, vous allez imaginer un écran blanc de projection devant vous, ni trop loin ni trop près, vous voyez, un écran blanc comme une projection de cinéma, et vous allez projeter sur cet écran le film de la situation désagréable en activant l'encre ressource que vous avez programmée déjà en amont. Et vous allez laisser les effets de l'encre ressource venir impacter cette scène. Par exemple, vous allez vous imaginer en train de demander à votre voisin d'arrêter de mettre ses poubelles devant votre entrée de garage, par exemple. Mais vous imaginez en train de le faire de façon proportionnée, calme, maîtrisée. Vous allez vous imaginer en train de prendre la parole en réunion pour, par exemple, apaiser un conflit avec un collègue. Vous allez, par exemple, vous imaginer, vous regarder en train de serrer la main avec assurance à cette fameuse personne qui vous déstabilise, avec qui vous n'êtes pas très à l'aise. L'objectif, en fait, de la dissociation, c'est de devenir spectateur de la scène et plus acteur de la scène. J'observe la scène avec un peu de recul et c'est ça qui me permet de réduire l'impact émotionnel. C'est comme si je prends la direction des acteurs je m'approprie la version idéale de cette scène. Je modélise à travers ce que je projette le comportement que je vais adopter la prochaine fois. Ça, pareil, hyper utilisé, alors notamment en sophrologie d'ailleurs, l'auto-hypnose, la relaxation, ça va complètement dans ce sens-là en fait. La sophrologie, l'auto-hypnose, la relaxation, c'est que des techniques qui vont vous aider à vous libérer de vos freins, à vous débarrasser des filtres en fait, tout ce qui vous permet c'est des méthodes qui vous aident à vous reconditionner dans le positif, modéliser les comportements, des capacités en particulier, tout ce qui permet de projeter la réussite. La sophrologie, typiquement, moi je suis sophrologue, donc c'est vraiment des choses que j'utilise. Tout ce que j'ai cité là juste avant, que ce soit la spirale, la pensée positive, l'ancrage ou la dissociation, la sophro, ça reprend tous ces outils en question. Ça vous aide à équilibrer vos états émotionnels, à vous sentir surtout bien en accord avec vous-même. L'idée, au final, c'est de se sentir bien dans son corps, bien dans son cœur, bien dans sa tête. Voilà, pour les outils pour développer l'intelligence émotionnelle. On n'a plus vraiment beaucoup de temps parce qu'il est déjà 14h15. Alors là, je rappelle peut-être Alexandre et Claire, mais on s'était dit qu'on garderait un petit temps d'échange pour des questions. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on peut y répondre? Est-ce qu'on nous autorise à répondre au moins à une ou deux questions? Ouais, il y avait une petite question Ouais. à laquelle j'avais commencé à répondre, mais de Sylvie, que quand tu parlais des différents profils, les 4 profils types, qui demandait si on pouvait se reconnaître dans les 4 en même temps. Et je lui disais que, comme dans toute grille de tempérament, effectivement, on n'est jamais que l'un ou que l'autre, et que au plus on était équilibré, au mieux c'était. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à Oui, ça? c'est ça, il y a des nuances en fait. Alors, c'est quand même assez rare quand même, c'est vrai, d'avoir des profils diamétralement opposés. Mais il se peut par exemple qu'on ait un type de profil dans le milieu, dans la vie personnelle, et un profil complètement différent. On peut être hyper intuitif dans la vie perso et à l'inverse hyper carré dans la vie professionnelle parce que le métier l'oblige, le métier, la posture l'exige, etc. Il peut y avoir cette différence. D'ailleurs, quand on fait les tests, souvent, il peut y avoir des questionnements qui permettent de mettre en évidence vie pro, vie perso. Et là, on peut avoir des profils différents. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est schizophrène, mais en effet, il peut y avoir des nuances. Et je rebondis juste là-dessus parce que tu parlais aussi effectivement du cerveau droit et cerveau gauche. On a effectivement cette
bipolarité, j'allais dire. L'idée, c'est qu'il y a vraiment la notion de l'inné aussi et de l'acquis qui va rentrer en jeu, c'est-à-dire qu'on peut avoir naturellement un côté très, très cerveau droit, c'est-à-dire que voilà, c'est l'enfant Jean de la Lune, très créatif, toujours un petit peu dans ses idées, etc. Et puis évidemment, il va grandir et se construire, et par définition, se construire, c'est aussi mettre du cadre, etc. Et donc, le cerveau gauche, par exemple, va pouvoir être énormément développé, et on peut faire des choses pour développer son cerveau gauche. Ou à l'inverse, c'est exactement le même cas de figure, on peut avoir un côté très, très structuré de départ. On est tous créatifs, on a tous de l'imagination. C'est l'humain. Voilà, c'est tout à fait humain, c'est comme nos émotions. Par contre, c'est plus ou moins développé, c'est plus ou moins accepté ou plus ou moins entendu. Et donc, à l'inverse, on peut tout à fait aussi à un moment donné se dire, OK, là, il faut que je me dérigidifie un petit peu et que je développe ma créativité. À ce moment-là, voilà, on s'inscrit à un cours de peinture, par exemple, ou de je ne sais quoi, et ça peut développer et équilibrer. Donc, effectivement, on est vraiment sur cette notion toujours d'équilibre, hein, et de balance, sachant que chaque profil va avoir du bon, et quand c'est à l'extrême, du moins bon. C'est toujours un peu le problème d'être trop sur un certain profil. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que parfois des personnes à 45 ans font un projet de reconversion professionnelle complet, qui partent d'un métier de, je sais pas moi, dans les chiffres, hein, ils ont travaillé dans la banque, et du jour au lendemain, ils veulent devenir boulanger ou avoir un métier créatif. Voilà, c'est ça, c'est ce que dit Claire à l'instant, c'est que on n'est pas que un cerveau, on n'est pas qu'une moitié de cerveau. Tout ça, ça évolue, et puis il y a un moment donné où il y en a un qui prend le pas sur l'autre, et puis on a envie d'affirmer quelque chose qui a évolué tout au fil du temps. C'est tout à fait ça, tout à fait ça. Je rejoins Claire. Alors, je regarde, il y a 2 petites questions qui viennent d'arriver. Non, je les vois pas. Ah, Alors, ça y est, oui, je les vois, les dans questions. modéré, ouais. Et alors, qu'en est-il des gauchers contrariés? Ah ben, c'est une bonne question. Alors là, moi, j'ai aucune idée là-dessus. Est-ce que le fait d'être gaucher, je suis pas certaine qu'on puisse faire une association comme ça de ce côté cerveau droit, cerveau gauche avec le fait d'être droitier ou gaucher. Ouais, non, je ferai pas de lien, moi, ici. Après, Moi en non termes de plus. motricité, Oui, c'est ça, c'est plus une d'appropriation du question comme ça. corps, de tout ça, je pense qu'en effet, c'est les gauchers contrariés. Je plains ces gauchers. Déjà, être gaucher, c'est pas simple, hein, mais gaucher contrarié, encore pire. Tout à fait. Non, Et alors, je ferai pas de lien non plus. Là, j'ai pas de. Alors, je regarde juste, il y avait une deuxième question. Comment se sentir en accord avec soi-même quand on n'aime pas son image et que l'on ne pense qu'à faire plaisir aux autres? Oh, il y a beaucoup de Ah, choses à et dire bien à ce là, j'ai niveau-là. envie de dire à Nadine, la semaine prochaine, on va parler Oui, confiance en soi, estime de soi, syndrome oui. de l'imposteur. On va parler de plein de choses qui vont vous intéresser, Nadine. Effectivement, penser à faire plaisir aux autres, moi j'ai envie de dire, c'est un travail, un chemin, des fois d'une vie, hein. Il n'y a pas de réponse toute faite par rapport à ça. C'est déjà bien, je trouve, de l'identifier comme un fonctionnement à part entière. L'idée étant que, effectivement, l'objectif est de faire plaisir à l'autre tout en se respectant au passage. L'un ne se fait pas au détriment de l'autre. Comme tout thérapeute aussi, j'ai envie de dire, hein, ça fait partie des enjeux d'un métier comme ça. On peut être présent à l'autre que si on est quand même dans une forme de respect et d'écoute. Là, on en revient à la notion de besoin et à déjà tout le travail qu'on doit faire intérieurement pour identifier les besoins que l'on a, hein, qui sont différents chaque jour, pour pouvoir y répondre autant que possible et du coup être dans une forme de force et d'équilibre intérieur pour ensuite être disponible à l'autre. Mais c'est certainement quelque chose qui est difficile, clairement, mais qui est vraiment à garder à l'esprit pour garder un équilibre intérieur et pas s'épuiser ou se sentir à la fin complètement incompris et non entendu finalement. C'est une réponse un peu large, hein, mais la question est très touche à quelque chose d'assez compliqué en termes de problématique. Mais je pense que les 2 prochains webinaires devraient servir, enfin en tout cas surtout le prochain, Surtout le devrait servir prochain, à oui. Nadine, ouais. On va vraiment dédier le sujet à la confiance en soi et à l'estime de soi. Ouais. Merci mesdames. Peut-être pour Claire, j'avais pu noter deux petites questions sur votre première partie, sur que pensez-vous des fleurs de Bach? Je ne sais pas si vous aviez pu y répondre. Oui, oui, tout à fait. J'ai effectivement pas trouvé comment faire des réponses publiques. Je l'ai Alors trouvé plus après. globalement, Voilà, puisqu'on a oui, encore alors quelques instants. la réponse était alors effectivement, je pense que c'est un outil extraordinaire. Je m'en sers beaucoup, beaucoup, beaucoup en cabinet. Ça fait partie de la thérapeutique ce qu'on appelle les élixirs floraux.
Et alors, je ne pouvais pas tout aborder aujourd'hui, mais justement, j'ai fait le choix d'en parler dans le prochain webinaire de la semaine prochaine sur la confiance. Je vous parlerai des fleurs de bac. Bon, bah, c'est parfait. Je vais réafficher effectivement les séances pour que chacun ait le visuel, hein. Vous êtes, on est bien d'accord sur cette partie du vendredi 22, voilà. Je C'est vous ai ça. mis même un petit lien au-dessus qui vous permettra directement de retourner sur le site Apivisio si vous n'aviez pas fait l'opération, de vous enregistrer sur cette deuxième conférence, tout aussi passionnante que celle qu'on vient de vivre, je pense. Et puis, vous verrez donc pour le 29 avril aussi, optimiser son énergie au travail. Donc, on aura plus d'informations sur les fleurs de bac et autres la semaine prochaine. Il y avait eu aussi une autre question. Quelle serait la meilleure huile pour quelqu'un qui a du mal à identifier ses émotions Oui. et qui se sent très stressé? Voilà. Oui, je pense que j'ai répondu également. D'accord. Bon, C'était donc pour une c'est enfant, parfait. donc Oui. ouais, tout à fait, ça a été répondu. C'est parfait. Bah, je vous remercie à toutes les deux pour ce beau rendez-vous qu'on a pu vivre ensemble. Merci à la MMJ, bien sûr, de nous avoir invités aujourd'hui sur ce rendez-vous. Et je vous souhaite peut-être ben, de bonnes fêtes de Pâques, bien sûr. Et puis, j'allais dire bon appétit, mais je ne sais pas si vous aviez eu cette chance de manger. Voilà, c'est mon estomac qui parle, peut-être. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Je À vous en la semaine prie. prochaine. Merci à tous. Au plaisir, à la semaine prochaine. À bientôt. À Merci. bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir. Bon week-end à vous. Et puis, pour nos apinautes qui restent avec nous, bien sûr, le petit sondage de fin qui nous permettra de terminer